Eh bien, je crois que c'est le réalisme qui l'a emporté. En effet, la conviction s'est rapidement imposée tant auprès des gouvernants des États membres que des responsables de l'Union européenne, que l'Europe courait à sa perte si elle restait divisée et a fortiori si elle devenait concurrente dans sa gestion de l'épidémie. Donc dans la première phase de cette épidémie, les États membres se sont trouvés en première ligne et ils ont été pris au dépourvu face à la rapidité de cette épidémie ainsi que la virulence du virus, puisque très rapidement les capacités hospitalières ont été congestionnées, notamment dans les services de réanimation. En conséquence, la gestion de cette première phase de l'épidémie fut marquée par la lenteur, la division et la disparité des mesures adoptées. Mais surtout, je crois, les réflexes de repli national l'ont emporté au mépris de la solidarité européenne à travers quelques mesures emblématiques. La première d'entre elles, sans doute, fut la fermeture de la frontière entre la France et l'Allemagne, et qui traduisait une sorte de repli national dans l'illusion que la frontière allait protéger le pays face à cette menace. Autre exemple, la réquisition de matériel médical par le gouvernement français ou la décision d'imposer des mesures de contrôle aux exportations sur certains équipements médicaux par les autorités allemandes. Mais dans un second temps, les autorités européennes, avec l'aide des gouvernements nationaux, se sont efforcées de faire oublier l'impression désastreuse qui avait prévalu dans cette première phase et ont essayé de mettre l'accent sur l'impératif d'unité et de solidarité européenne. Sur les aspects sanitaires tout d'abord, avec les admissions de patients transfrontaliers, mais aussi l'assistance au rapatriement de ressortissants européens bloqués à l'étranger, et enfin et surtout, la mise en place de mesures d'assistance financière. La proposition franco-allemande du 18 mai 2020 permet de relancer le débat en Europe sur la question du financement d'un plan de relance. Elle arrive à un moment où le débat était dans une impasse, puisque la discussion sur les Corona Bonds a montré qu'il était impossible de progresser sur cette idée d'une mutualisation des dettes, en tout cas dans la forme qui était proposée. Et ensuite, la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 5 mai a montré que, là encore, il y avait un obstacle important et que la solution des Corona Bonds était une voie sans issue. Alors, cette initiative franco-allemande permet de mettre au débat une proposition calibrée dans son volume financier et une proposition innovante dans les mécanismes qu'elle va mettre en œuvre, notamment l'idée de passer par le budget européen et de permettre à la Commission d'emprunter des fonds qui seront ensuite proposés aux États sous la forme de prêts, sous la forme de subventions, et le débat doit avoir lieu entre les États membres quant aux formes qui seront définitivement retenues. Donc ça ouvre la voie à une solution fédéraliste prudente qui laisse la place aux institutions européennes, et notamment pour assurer le contrôle politique de ces financements. Il reste néanmoins une interrogation plus profonde sur l'érosion du leadership du couple franco-allemand. Alors on peut pousser un ouf de soulagement en se disant que cette fois encore, la France et l'Allemagne ont pu trouver un compromis au dernier moment et passer l'obstacle. La question qui quand même doit être posée est de bien considérer le temps qui a été perdu ces 2 dernières années autour de nombreuses discussions qui sont restées stériles. Et si on avait pu progresser notamment sur la question d'un budget de la zone euro, la gestion de cette crise s'en serait trouvée d'autant plus facilitée. C'est tout l'enjeu de cette crise,
C'est une crise qui présente des éléments spécifiques et inédits, et notamment la question de la restauration du lien de confiance entre les citoyens et des États membres et leurs gouvernants. Plus que jamais, les citoyens qui ont été touchés par cette crise sanitaire attendent de leurs dirigeants qu'ils assurent leur protection et que leur appartenance à l'Union européenne agisse comme un démultiplicateur de force. Il y a aussi un argument économique, c'est que tous les États membres n'ayant pas les mêmes capacités à agir et à financer un plan de relance national, il fallait éviter d'aggraver les divergences économiques entre eux au sortir de la crise. Par conséquent, le choix de réponses purement nationales aurait créé des divergences sans doute irréversibles entre les États membres, alors qu'une mutualisation des financements, par le biais d'un budget européen, permet de corriger au moins en partie ces divergences. Et le débat qui a été initié par l'initiative franco-allemande n'est pas tranché encore au niveau de l'Union européenne, il se poursuit entre les États membres, et il faut bien voir qu'il reste en surplomb la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale et les limites du traité, notamment l'article 125 sur l'interdiction de pratiquer l'endettement communautaire. La difficulté à progresser sur ces questions souligne en creux 2 points. Je pense les insuffisances de l'euro en tant qu'union monétaire inachevée qui imposerait de disposer d'un budget lequel permettrait d'emprunter pour l'ensemble de la zone euro. Et ensuite, en dernier lieu, l'incapacité des Européens, en général, mais plus particulièrement de la France et de l'Allemagne, à définir un agenda qui leur permettrait de se tourner résolument vers l'avenir en résolvant une partie des difficultés qui ont été clairement identifiées ces dernières années, sortir d'une posture défensive et ne pas se contraindre à jouer le rôle de pompier en permanence pour réagir face à des situations de crise dont la fréquence s'accélère depuis une dizaine d'années.